okay to go. I'm okay to go. I'm okay to go. Initiate drop sequence. On my mark. 10, 9, Now transfer. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. I'm okay to go. I'm good! I'm gonna try and get recorded. I'm going through some kind of a tunnel. There's a light source ahead. Brilliant. Blue, white. Is this all radiation? It's a star. I must have gone through a wormhole. It's Vega. I'm in another wormhole now. I have no idea. A series of them. They're alive. It's like some kind of a transit system. To some way. Okay. Okay, I gotta keep talking. It's a triple, no, quadruple system. It's beautiful. They're alive. Another wormhole. This was just for Marlin. Bonjour à tous, vous venez de voir un bref extrait du film Contact où l'actrice Jodie Foster, qui suite à la réception d'un message codé en provenance de l'univers, se lancera dans la fabrication d'une étrange machine. Bien entendu, le gouvernement lui donnera un petit coup de main financier. Une fois mise au point, Jodie Foster s'installera dans la dite machine et se lancera dans l'inconnu. Elle va entrer dans un réseau de trous de verre qui vont la conduire jusqu'à l'étoile de Vega, puis vers d'autres systèmes. L'étoile de Vega qui se trouve à 25 années-lumière dans notre système solaire. Certes, c'est un film de science-fiction, mais qui met en évidence l'existence de véritables raccourcis de l'espace-temps qui se manifestent par la formation d'une multitude de trous de verre. Il faut savoir que l'univers abriterait en fait des milliards de systèmes solaires pourvus de planètes habitées. Entre ces univers existeraient des vides qui sont des zones de compression de l'espace et du temps. Les vaisseaux utilisés par les êtres évolués utiliseraient ces vides pour voyager d'un univers à l'autre. Lorsque je parle de ces vides, je parle bien entendu des trous de verre. C'est ce que vous venez de voir un peu dans l'extrait. C'est des couloirs spatio-temporels qu'emprunteraient nos visiteurs extraterrestres pour arriver assez rapidement vers notre système solaire. C'est en quelque sorte ce que le film Contact essayait de nous faire comprendre. Mais ça, vous le retrouvez aussi dans d'autres séries, les fameux couloirs d'hyperespace. Vous le retrouvez dans la série Star Trek ou le film Star Trek, dans la Guerre des Étoiles, dans la série Stargate. Donc on évoque souvent ces fameux trous d'hyperespace ou trous de verre dans le cinéma de science-fiction.
Parmi tous ces milliers de systèmes solaires, un seul nous intéresserait plus particulièrement, c'est celui qui graviterait autour de l'étoile Alpha de Vega, qui se trouverait à 25 années-lumière. Vega, c'est l'étoile Alpha, l'une des plus brillantes de la constellation de la Lyre. D'après le récit d'un abducté français du nom de Pierre Monet, on apprendrait que l'étoile Vega aurait été l'une des premières, du moins Vega aurait été l'une des premières civilisations lyriennes à avoir colonisé d'autres systèmes comme par exemple Centauri, Sirius et Orion. Dans cette nouvelle vidéo, je vais donc vous parler de cette civilisation extraterrestre qui peuplerait une des planètes et qui graviterait autour de l'étoile Alpha de Vega. Son existence nous avait été transmise, comme je viens de le dire, par un certain Pierre Monet qui, un soir de l'année 1951, sera confronté à l'apparition d'un ovni avec présence de ses occupants extraterrestres. L'OVNI en question, d'après son témoignage, flottait dans les airs à 1 mètre du sol. Quelques années plus tard, dans les années 80, Pierre Monet sera à nouveau contacté. Mais là, il sera invité, malgré lui, à embarquer à bord d'un OVNI qui l'amènera jusqu'à la planète d'origine des habitants de Vega. Je commencerai par évoquer ce voyage vers la planète de Vega et ensuite je vous dirai quelques mots sur sa première rencontre avec les humanoïdes extraterrestres de Vega. Vous pouvez entre autres retrouver ce témoignage dans le livre qu'il avait écrit et qu'il avait intitulé Les extraterrestres m'ont dit. C'est un peu ce que vous voyez là dans la vidéo, c'est le livre Les extraterrestres m'ont dit, écrit par Pierre Monet. Contacté une première fois en 1951, puis de nouveau à différentes reprises au cours des années 70, Pierre Monet finira par visiter la planète originelle de ses visiteurs extraterrestres de Vega. Les êtres qui lui fut donné de rencontrer étaient tous originaires de Vega, de la constellation de la Lyre. Cette étoile consiste en un système complexe comportant 14 planètes. La taille de la planète d'où proviendraient ces fameux Végans, ces habitants de Vega, serait d'environ 20 fois celui de la Terre. Elle serait gigantesque d'après les proportions. Nos visiteurs extraterrestres auraient entre autres révélé à Pierre Monet qu'il posséderait une base située à l'intérieur même de l'un des anneaux de la planète Saturne, qu'ils appellent Silixtra, et ce serait le nom donné à la fois aux vaisseaux commandant leur flotte stationnés sur cette base, et à leur planète en orbite autour du système de Vega. Silixtra, c'est le nom de leur planète. D'ailleurs, à ce sujet, on peut dire qu'il y a quelques années, d'étranges photos avaient circulé sur la toile internet, photos qui montraient de mystérieux vaisseaux de forme cylindrique positionnés au milieu des anneaux de Saturne. La taille de ces vaisseaux paraissait gigantesque. Mais bon, à cette époque, beaucoup avaient parlé de fake, mais bon, là, je ne sais pas trop. Probablement que ces vaisseaux existent et ils sont là pour nous surveiller. Mais bon, revenons un peu à notre Pierre Monet. Le 20 novembre 1974, il va entendre une voix intérieure lui parler, et cette mystérieuse voix, qui était en fait une communication télépathique faite entre lui et nos visiteurs extraterrestres, lui expliquera que les extraterrestres qu'il avait rencontrés en 1951 venaient en fait d'une terre très lointaine, Silextra. C'est une planète qui appartiendrait, comme je viens de le dire, au système de Vega, Alpha dans la constellation de la Lyre. Autour de cette étoile Vega graviteraient 14 planètes, dont leur planète qui ferait 20 fois la Terre, donc une planète géante. Et une année après la réception de ce message, et plus précisément lors d'une nuit de décembre 1975, ce fameux Pierre Monet sera à nouveau confronté à une manifestation extraterrestre, mais celle-ci surviendra d'une manière bien étrange. Il était 3h45 du matin alors qu'il était sur son lieu de travail, il se retrouvera complètement engourdi. Et le temps autour de lui se figera complètement et tout le décor qui l'environnait, un bureau, table, etc., le bureau où il travaillait, vont se volatiliser complètement comme par enchantement. Ensuite, il se retrouvera dans une sorte de vide baigné d'une luminosité gris clair, et il se sentira avancer dans une sorte d'espace gris. Ensuite, il va s'apercevoir par la suite qu'il se trouvait assis et sanglé dans un siège assez confortable, et qu'il était dans un vaisseau extraterrestre. Un vaisseau circulaire qui était fait de métal argenté, un peu lumineux avec un dôme translucide. Ce petit vaisseau faisait à peu près 6 mètres de diamètre, et devant lui, il voyait défiler à une vitesse incroyable des points noirs qui allaient devenir à petit blancs, puis d'un seul coup, l'espace qui était devant lui deviendra bleu foncé.
Bah là, il va commencer à voir comme des masses d'étoiles qui défileront de plus en plus vite et qui sembleront s'écarter à leur passage. Et d'entre elles va devenir fixe et grossir rapidement. Bon là, vous avez compris que c'est le vaisseau qui, franchissant un trou de verre, voyait les étoiles défiler. Ensuite, ils se rapprochent progressivement de leur système, hein, de l'étoile de Vega, et là, ils vont se rapprocher de leur planète. Bah, c'était une grosse planète blanche qui apparaissait devant lui. Elle semblait entourée d'une atmosphère bleue, hein. Le vaisseau à bord duquel il était va descendre tout doucement, hein, pour survoler la surface, et là, il s'apercevra que cette planète possédait trois continents entièrement recouverts de forêts, au-dessus desquels flottaient de petites sphères argentées, hein. Il va voir des lacs intérieurs bordés de belles plages, hein. Il va y avoir aussi de vastes mers également. Et son vaisseau survolera ensuite une des mers, hein. Il va observer flottant à la surface des sphères translucides, hein, qui faisaient à peu près 15 à 20 mètres de diamètre, hein. Et à l'intérieur de chaque globe, il y avait un plancher sur lequel étaient allongés des hommes et des femmes qui vont lui faire un signe de la main. Un peu plus loin, il va voir flotter sur la mer de longs cylindres, hein, dont la partie émergente, qui est translucide, devait mesurer au moins 60 mètres de haut, et sur une plateforme supérieure de certains de ces cylindres étaient disposés bien garés des vaisseaux de forme circulaire. Ben, il verra un peu plus loin des villes sous-marines, hein, ce qui va l'intriguer, hein, sous la mer, enfouies dans des eaux peu profondes, protégées par des grands dômes translucides, hein, de 5 km de diamètre. Et à l'intérieur, il y avait des bâtiments publics, hein. Toutes ces villes étaient reliées entre elles par des tunnels translucides. Ensuite, le vaisseau, il se trouvait, reviendra sur le continent, et là, il va voir des champs et des prairies qui paraissaient cultivées, hein. Et il va voir des routes sur lesquelles circulaient d'étranges machines. Et il va apercevoir ensuite des bâtiments au milieu de certaines villes, hein, avec des architectures futuristes, hein. Et à plusieurs reprises, il survolera d'étranges étendues de béton, hein, très vastes, hein, sur lesquelles étaient construits des bâtiments de forme cubique qui étaient surmontés de hautes tours, dont les sommets étaient sphériques et hérissés d'antennes qui ressemblaient à des paraboles de radar. Bon, sur le moment, il ne savait pas trop à quoi ça servait, ces installations, mais bon. Ensuite, son vaisseau survolera un grand volcan de plusieurs kilomètres de diamètre, hein, d'après son témoignage, et remontera progressivement vers le ciel à une vitesse incroyable, avec un grand flash lumineux. Et sans rien y comprendre, ben, quelques temps après, il se retrouvera assis dans son bureau sur Terre. Et en regardant la pendule, il expliquera qu'il avait disparu que quelques dizaines de minutes, hein. Je pense que, comme je l'ai expliqué souvent dans mes vidéos, la contraction du temps n'est pas la même lorsque vous êtes dans les autres dimensions et vous revenez sur Terre. Dans les autres dimensions, vous pouvez voyager pendant un temps très long, et ce temps très long correspond en fait à un temps très très court sur Terre. Bah, les habitants de Vega seraient beaucoup plus grands que nous, et ils seraient, du moins ils auraient développé le don de la télépathie, hein, parce que c'est des civilisations qui ont évolué bien avant la nôtre, hein. Ils auraient entre autres visité d'autres systèmes solaires, hein, et découvert d'autres civilisations, hein. Ça je l'ai dit tout au début, hein. Ils auraient même colonisé d'autres planètes, en y intégrant leur civilisation, leur culture et leur technologie, hein. Et les Végans précisent entre autres que plus de 200 000 terriens auraient été contactés. Les habitants de Vega croient aussi à l'existence d'une puissance créatrice, hein, que nous sur Terre nous appelons Dieu, hein. Bon, maintenant je vais vous parler de sa première rencontre qui avait eu lieu en 1951. Je parle bien entendu de ce Pierre Monnet, hein, qui avait été confronté à la première apparition d'un ovni. Bah, il nous explique que cela se passe la nuit de juillet 1951, hein. Pierre Monnet, qui était alors âgé d'une vingtaine d'années, se trouvait à Courthézon, petit village de Provence, hein. Il se trouvait sur le bord de la nationale 7, qui traverse le village et passe devant une porte romaine sur laquelle est encastrée une grande horloge électrique qui marquait à cet instant 1h30 du matin. Bah, à cette période de l'année, la circulation était intense, hein, pour ce temps-là, et par rapport à l'habitude, hein, car c'était non seulement la période touristique, mais aussi le festival d'Orange, la ville voisine à 8 km au nord de Courthézon. Bah, Pierre Monnet devait se rendre à Orange, hein, où se trouvait son domicile, hein. La route entre Courthézon et Orange est rectiligne à partir du premier kilomètre. Il la parcourt habituellement en 15 voire 20 minutes à bicyclette, 2 fois par semaine, hein, les mêmes jours et approximativement aux mêmes heures pour rendre visite à sa fiancée. Bah, dans l'esprit de vérifier ses performances avant de partir et à l'arrivée,
Il comparait toujours l'heure de sa montre par rapport aux horloges des lieux où il se trouvait. C'était devenu une habitude, hein. Il était bien connu que lorsqu'on est jeune, on cherche toujours à se surpasser. Bah, ce jour-là ne fut pas exception et après les vérifications habituelles, hein, il enfourchait son vélo. Mais cette fois, cela ne se passa pas comme les autres jours, hein. Il sera surpris d'être instantanément transporté 5 kilomètres plus loin, hein, à l'entrée d'une vaste et profonde carrière de sable et de gravier, hein. Cette carrière était située en bordure de la route, hein, à une distance d'environ 10 à 15 mètres, hein. Entre la route et la carrière s'élevait une haie épaisse de haute broussailles. Bah, ce transport instantané le laissa pantois, hein. Il se sentait le cerveau presque vide, hein. Il était comme hébété, hein. Puis à la manière d'un automate, comme s'il était dirigé par une force inconnue, hein, bah, il empruntera le large chemin en pente qui pénétrait 10 mètres plus bas dans la carrière. Il ne comprendra pas pourquoi il descendit de vélo, hein. Il se dirigeait plus avant à pied. Bah, il se sentait d'une extrême légèreté. Il avait l'impression que ses pieds ne touchaient plus le sol, mais ce n'était qu'une impression. Il était très très calme et décontracté. Puis il va continuer d'avancer et plus il avait l'impression de ce que l'on ressent lorsqu'on entre dans l'eau, jusqu'aux épaules pour la première fois, c'est-à-dire comme une légère oppression au niveau des poumons. Malgré l'absence totale de fatigue, il avait le souffle court, hein. Puis à un détour de la carrière dans laquelle il se dirigeait, comme s'il savait avec précision où il allait, hein, il va remarquer à une soixantaine de mètres devant lui, derrière un îlot de terre, une certaine lueur. Bah, il s'approchera toujours et arrivé à 12-15 mètres à côté de l'îlot, il va voir devant lui, à une quinzaine de mètres, flottant entre 50 et 1 mètre au-dessus du sol, un disque de 15 à 25 mètres de diamètre, surmonté d'un renflement central en forme de dôme, hein. De la base au sommet, l'engin devait bien avoir aux environs 3 mètres, hein, de haut. Ce disque irradiait par pulsation lente, hein, une lueur de couleur blanc-argent, hein, bleutée, éclairant nettement les parois de la carrière, hein, distantes de 10 mètres, hein. Bah, cette irradiation semblait prendre sa source dans l'âme même du métal dont semblait fait cet engin particulier. Bah, c'était assez beau à voir. Bah, il en émanait une puissance difficilement concevable pour qui n'a pas vu cet engin de ses propres yeux, hein. Et le métal de ce disque semblait à la fois matériel et immatériel, ou tout au moins d'une structure interne constamment en mouvement. Presque quelque chose de vivant, c'est impressionnant et inquiétant, comme il l'explique dans son livre. Bah, il remarquera que plus il approchait et plus les bruits extérieurs s'estompaient, hein. Lorsqu'il ne fut plus qu'à 6 mètres du disque, hein, et ben, il n'entendra plus de bruit, hein, de la circulation, hein, des voitures qui n'étaient pourtant qu'à 60 mètres, hein, du lieu où il se trouvait, hein. Et un silence incroyable va s'établir au fur et à mesure qu'il s'approchait. Bah, il va même plus entendre le chant des grillons, hein, ni même le bruit de ses pas sur le gravier, hein. Bah, il se sentait bien, comme il explique, hein, émerveillé par ce qu'il voyait, hein. Il avançait toujours très calmement. Bah, probablement qu'il était fasciné par l'engin, hein. Il ne s'était même pas aperçu que devant et un peu sur le côté de celui-ci se tenaient debout 4 êtres humains de type extraterrestre, hein, en combinaison collante, hein, formés d'écailles métalliques à gris-argent, hein, qui éclairaient ces hommes dans un rayon de 5 mètres autour d'eux. Bah, il n'était plus qu'à quelques mètres d'eux, hein. Il s'avançait calmement en les regardant. Bah, là, il ne sentait plus son corps. Arrivé à 3 mètres de ces êtres, hein, il s'arrêta, il les regarda. Bah, ils étaient tous pieds nus, ils étaient grands, ils devaient bien mesurer entre 1,80 m voire 2 mètres, hein, parfaitement proportionnés, et chacun de corpulence identique aux autres, hein. On avait l'impression que c'était des clones, mais bon, c'était qu'une impression, moi je pense. Leur chevelure était à la fois blonde et blanche et descendait bien ordonnée jusqu'aux épaules. Bah, leur visage était très beau et très fin, hein. Ils étaient d'une si grande beauté que sur le moment, mis à part qu'ils n'avaient pas de sein développé des femmes, il était un peu embarrassé pour déterminer s'ils appartenaient au sexe féminin ou masculin, parce qu'ils étaient tellement fins leur corps. Mais après une courte hésitation, bah, on ne pouvait plus se tromper, hein, c'était bien des mâles, hein. Ils émanaient d'eux une impression générale de grande force, hein. Malgré cela, ils souriaient et étaient rayonnants de tranquillité, hein. Puis ils levèrent leurs bras droits dans ma direction, hein, bon, dans la direction de Pierre Monet, et presque à l'horizontale, et la paume de la main tournée vers le haut. Ils avaient fait ce mouvement presque ensemble et toujours en silence, hein. Je pense que c'est une manière de saluer, comme nous on serre la main en disant bonjour. Bah, Pierre Monet aura un léger mouvement de recul, hein, et un grand frisson va le parcourir à ce moment, de la tête aux pieds, hein.
car il venait de s'exprimer en lui, mais sans ouvrir la bouche, c'est-à-dire lui parler télépathiquement parlant, ce qui l'avait effrayé un peu. Il dira qu'il entendait très fort leurs pensées à l'intérieur de son cerveau. Bon, je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas vous réciter tout l'ouvrage de Pierre Monnet. Là, je vous ai divulgué juste son premier contact et son voyage vers la planète. Si vous voulez en savoir plus, eh ben, vous pouvez retrouver tout ce témoignage dans son livre, hein, Les extraterrestres m'ont dit, hein, ce que vous voyez à l'antenne là. C'est écrit par Pierre Monnet et intitulé Les extraterrestres m'ont dit. Bon, là, comme vous venez de le comprendre, hein, là, je vous ai parlé d'une nouvelle race d'humanoïdes extraterrestres, hein, puisque dans mes vidéos, je vous ai dit qu'il en existe des centaines dans l'univers. Donc, et vous avez des planètes où la vie ne s'est pas encore développée. Donc, c'est des planètes qui attendent peut-être de nouvelles colonies.